Bonjour à tous. Merci à Joël Collado d'être venu depuis Toulouse pour nous parler de la prédiction météo. Prévision, d'accord, peut-être. Donc prévision météo. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, beaucoup d'entre nous connaissons Joël parce que c'est vrai qu'on l'écoute à la radio le matin pour savoir comment on doit s'habiller, mais que Joël est avant tout un ingénieur météo. Donc quelque part, il connaît. C'est pas un présentateur qui est juste là pour lire quelque chose. Il connaît finalement tous les tenants et les aboutissants de savoir quelles sont ses prévisions et d'où elles viennent et quels sont les systèmes numériques et la science finalement, les mathématiques et la physique qu'il y a derrière ça. Et c'est un petit peu de ça qu'il va nous parler. Et parce que si je me rappelle bien ce que tu m'avais expliqué, je crois que la France peut s'enorgueillir d'avoir le meilleur système de prévision météo au monde. Voilà, donc je te laisse nous expliquer ça. Ça, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Quentin Lazzarotto qui s'occupe du service audiovisuel de l'Institut. C'est bon? C'est bon? Quentin, on a le droit de partir? Très bien. Joël? Merci. Tu veux celui-là aussi? Ah ben non, j'en ai un là, oui. Tu vois, il t'a mis ça là. Ah non, mais il faut que je... Parce qu'il enregistre. Donc il faut que j'ai... Je suis sous surveillance là. Bonjour. Très heureux d'être parmi vous dans ce prestigieux institut. C'est avec surprise que j'ai été invité ici et c'est avec plaisir que je suis présent parmi vous pour essayer d'expliquer un peu mon métier, un peu quels sont les moyens qui sont mis à ma disposition et à la disposition par Météo France, si vous voulez, pour faire de la prévision météo. Quels sont les outils qui sont à notre disposition et bien sûr, comme un peu partout, il y a beaucoup de prévisions numériques, donc il y a beaucoup de modèles de prévision qui sont à notre disposition. Donc on va faire un petit peu l'inventaire de ce qui est présent et après, ça sera la bourse aux questions. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai volontiers. Alors tout d'abord, je voulais montrer cette image, j'en ai parlé tout à l'heure pour ceux qui étaient là. Ce sont les images d'hier. Je n'ai pas enregistré celles de ce matin, mais ce sont les images prises par Météosat, MSG, satellite qui est géostationnaire à 36 000 km d'altitude et qui prend en permanence ce disque terrestre, qui prend en permanence donc les nuages, l'évolution des nuages, des systèmes nuageux sur ce disque terrestre, c'est-à-dire il est centré au-dessus de l'Afrique, géostationnaire, donc c'est au-dessus de l'équateur, et il prend tous les quarts d'heure ce type d'image. Alors ça, ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, une composition colorée, c'est-à-dire que vous avez ici ce qui est en blanc, ce sont les nuages froids, ce qui est un peu en brun, ce sont les nuages à sommet chaud, les blancs à sommet froid, les marrons à sommet chaud, et on peut ainsi faire la distinction entre les nuages qui sont en bas de l'atmosphère et ceux qui sont en haut de l'atmosphère, et de voir par exemple sur cette superbe image le soleil qui se lève aussi. Ça permet de voir que la Terre est ronde, hein, mais ça, bon, ça on le sait depuis quand même quelques temps, de voir que le soleil se lève à l'est. On va le voir se lever tout à l'heure et qui se couche à l'ouest. Hein, vous voyez, il s'est levé à l'est là, hier matin, et qui commence à éclairer un peu plus tôt l'hémisphère sud que l'hémisphère nord, qu'on est en train de basculer vers l'automne et bientôt vers l'hiver, et qu'on a des répartitions des systèmes nuageux avec un gros paquet ici sur la Méditerranée, qui s'organise sur l'Algérie, un paquet de nuageux qui est sur le Proche Atlantique. Alors ce paquet nuageux qui est sur le Proche Atlantique, c'est un ex-cyclone tropical qui s'appelle Joaquin, et qui est pour l'instant au large de nos côtes et qui le restera dans les jours à venir. Et on peut suivre donc avec ici, je voulais vous montrer l'équateur thermique, mais on ne le voit pas bien. Le fameux équateur thermique, le voilà en gros, dans la journée, le voilà. Ce qu'on appelle l'équateur géographique, il est ici, et l'équateur météorologique, il est ici, hein, ce qu'on appelle la zone intertropicale de convergence, l'endroit où se produisent tous les systèmes convectifs. Alors ces grosses pastilles que vous voyez, ce sont des cumulonimbus dont on voit les sommets froids, et donc ce sont les nuages les plus dangereux, et on voit une organisation d'un système tropical ici à proximité de l'arc antillais. Là. Donc équateur météorologique ici, et équateur géographique ici. Et puis là, on a vu quelque chose qui se baladait, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure là. Vous voyez cette tache qui se balade là, c'est la réflexion du soleil sur l'océan. Donc on a cette tache un peu jaune, c'est pas un nuage qui va, parce qu'il va très très vite, hein, donc c'est pas un nuage qui va aussi vite que ça, c'est simplement le soleil qui passe et on voit sa tache qui se propage sur l'océan. Donc je ne suis pas venu ici pour vous présenter que des images, hein, satellites, mais pour essayer de vous parler un peu des moyens qui sont mis à notre disposition pour prévoir le temps. Alors la prédiction, j'aimais pas tellement le terme prédiction tout à l'heure, nous on fait de la prévision, hein, on ne fait pas de la prédiction.
Donc on a une petite divergence avec Jean-Philippe. La prédiction est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir, ça c'est une évidence. Et ce qui est fondamental en météo, c'est d'observer les conditions atmosphériques sur l'ensemble de la planète. Bien sûr, il faudra modéliser, bien sûr, il faudra essayer de voir comment ça évolue, mais l'essentiel, c'est d'observer le temps qu'il fait à un instant donné pour pouvoir initialiser votre modèle. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'observer sur la planète l'ensemble des paramètres pour essayer de comprendre le temps qu'il fait à cet instant donné, et ensuite vous pourrez modéliser et avoir l'état futur de l'atmosphère. Alors observer, bon, ben, c'est une des sources d'information, c'est bien sûr les images satellites, mais là, je vous ai amené un petit panel d'images satellites de la première image qui avait été vue en 1960. 1er avril 1960, hein, vous voyez que si vous savez où on est, c'est parfait, mais a priori, c'est relativement ancien, mais on a du mal à pouvoir identifier. Et là, maintenant, vous voyez que la définition des satellites a beaucoup changé entre les images de 1960 et les images de maintenant, où vous voyez derrière les îles du Cap-Vert, les tourbillons de von Karman là, qui sont matérialisés de manière impressionnante. Et vous voyez l'animation ici qui peut en découler quand on a une fréquence d'image qui est renouvelée. Donc un progrès énorme dans l'observation, en particulier satellitaire. Ici, je vous ai amené un exemple d'une autre manière d'observer l'atmosphère. Et là, c'est les cendres d'un volcan qui se propagent sur l'Atlantique Sud. Alors c'est le Cordon Golé là, qui est en éruption. Et vous voyez tout ce panache-là, ce sont les cendres du volcan qui se propagent dans l'atmosphère et que l'on peut suivre avec des particularités. Vous voyez ces espèces de boucles. Je ne vous ai pas amené le volcan islandais qui avait posé beaucoup de problèmes sur le monde aérien, puisqu'il y avait, tout l'espace aérien avait été fermé. Mais vous voyez que là, on peut identifier, on peut suivre et on peut modéliser aussi cette propagation de cendres dans l'atmosphère. Ensuite, bon, ben là, c'était juste pour le fun, hein, pour le plaisir, de montrer qu'aussi on peut voir que ben, d'en haut, on voit un peu ce qui gêne un peu ceux qui veulent observer le ciel, l'éclairage en France la nuit par les grandes agglomérations. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on peut presque identifier les autoroutes. Hein. À Paris, alors évidemment, ça fait une grosse tache lumineuse, mais vous voyez par exemple l'autoroute du Sud qu'on peut parfaitement identifier. On a des autoroutes qui descendent vers l'Auvergne, on a des autoroutes qui vont vers l'ouest, des autoroutes qui sont sur le sud-ouest. Et à proximité des autoroutes, on retrouve toutes les agglomérations qui sont fortement éclairées. Et puis voilà, les infrastructures qui nous permettent de mesurer sur la France. Alors il y a à peu près en France 1800 stations qui permettent d'avoir des mesures pression, température, humidité, différents paramètres ainsi que les précipitations. On a des radars, un réseau radar qui, fin 2014, couvrait tout le territoire. Ces radars sont des radars météorologiques. Ils sont faits pour détecter les gouttelettes d'eau à partir du moment où elles sont suffisamment grosses pour tomber. Et donc, en fait, ils détectent les précipitations. Et ils sont essentiellement faits pour détecter les précipitations. Et en fonction du retour de l'énergie qui est émise par le radar, vous pouvez définir la quantité d'eau qui est en train de tomber et définir l'intensité des précipitations. Ça nous sert énormément pour faire des... Roland-Garros, par exemple, le radar est très précieux pour dire vous bâchez le cours numéro 1, vous pouvez jouer sur le cours numéro 2. Parce que l'averse va passer sur un cours et pas toucher l'autre. Donc ces radars-là sont très précis. C'est de la mesure, hein. C'est pas de la prévision, mais c'est de la mesure. Donc mesure des observations, mesure des précipitations, et les moyens, ben, c'est d'avoir des stations au sol, des stations en mer, des avions, des radars météo, et bien sûr l'ensemble des satellites géostationnaires pour avoir le disque. Mais vous avez vu qu'on n'a pas les pôles, le pôle nord et le pôle sud est mal vu parce que le satellite est trop loin et avec la rotondité de la Terre, on voit mal les pôles. Donc on a des satellites à orbite polaire qui permettent d'avoir une couverture totale de l'atmosphère terrestre. Et lorsqu'on fait une répartition dans le monde des observations, ça, ce sont les observations qui sont faites soit par l'être humain, soit par des stations automatiques. Et vous voyez qu'on a une densité d'observation qui est importante sur les continents, et pas sur tous, sur les continents à forte densité, ici comme l'Europe, comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Australie. Mais vous voyez qu'il y a plein de vides où il y a des observations qui sont très pauvres parce qu'on n'a pas les moyens d'observer, on n'a pas les moyens de mettre un observateur tous les 100 km en mer, donc les observations sont très pauvres en mer. Donc le total d'observations sur la planète est relativement pauvre quand on n'a pas les satellites. Et avec les satellites, vous pouvez compléter ce manque, puisque les satellites qui ont des orbites polaires vont repasser régulièrement et pouvoir faire, avec l'instrumentation qui est embarquée à bord, pouvoir faire des mesures de pression, de température, d'humidité, comme si c'était un observateur au sol. C'est pour ça que le métier de météorologiste observateur a tendance à disparaître, parce qu'il est remplacé par des moyens qui sont très performants, qui sont les satellites.
Donc couverture totale de la planète, et ça c'est super important pour faire de la prévision. Et alors on essaye d'utiliser des nouvelles techniques maintenant qui vont essayer de donner un profil vertical en se servant des satellites qui font GPS et d'essayer, avec leur faisceau, de voir cette réfraction du signal de GPS là, pour avoir un profil de température entre environ 7 km et 25 km. Donc on est un petit peu dans le sommet de l'atmosphère. Mais en fonction de la propagation de ces signaux, on peut avoir une idée du profil thermique. Donc ça, c'est dans l'avenir d'essayer d'améliorer l'observation en très haute altitude, de là où les ballons vont pas souvent. Deuxième projet qui est à l'étude, c'est d'utiliser les antennes des relais de téléphone mobile pour l'estimation des zones pluvieuses en Afrique, parce que là, le satellite voit les nuages, mais a du mal à voir le contenu en eau de ces nuages. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître, si vous voulez, la quantité d'eau qu'il tombe. Et en Afrique, vous n'avez pas des points de mesure tous les 50 km comme en France. Donc on essaie de trouver des moyens qui vont nous permettre d'avoir de la mesure. Et apparemment, il est possible que le téléphone portable qui est très répandu en Afrique pourrait répondre à cette problématique de la mesure, parce que lorsqu'il pleut, il y a des modifications de la transmission, et donc on pourrait trouver des algorithmes qui permettent de voir s'il n'y a pas une solution pour pouvoir quantifier ces précipitations. Et puis après, on modélise. Une fois qu'on a tout ça, on modélise. Alors, bon, ben, y a les équations classiques hein, de la modélisation de l'atmosphère, que tout le monde connaît, j'espère, oui. Oui. Là, c'est pas ici que je vais vous parler de ces équations de modélisation de l'atmosphère. Et puis, il y a surtout ce qu'il faut, c'est des très gros ordinateurs. Alors, voilà le dernier qui a été mis en place cette année. Oui, enfin, au début de l'année, là, qui a été mis en place à Météo France. Et qui... ça, c'est la capacité des calculateurs en Météo France. Hein. Vous avez, dans les années 92, on en était là. Et là, maintenant, on est avec le bulle là, 8710 DLC. Là, on est à une puissance de calcul qui est de... Je n'ai plus les chiffres en tête, là, mais j'ai dû le marquer quelque part. Hein, 1,035 pétaflops. Hein. Alors qu'au début, on avait un ordinateur, le Cray 2, qui était à peu près la valeur de ce portable. Hein. Donc, une évolution de la puissance de calcul qui est très très importante et qui est nécessaire à la modélisation de plus en plus fine de l'atmosphère. Celui-là sera changé en 2018, si Météo France a suffisamment de budget pour le faire. Ça coûte extrêmement cher. Alors ça coûte extrêmement cher parce que ce sont des ordinateurs qui ne sont pas achetés mais loués. Donc tous les ans, tous les mois, il y a un loyer, ou tous les ans, il y a un loyer en tout cas. Mais il y a un coût qui est non négligeable et qui est extrêmement important, c'est le coût de l'énergie. L'électricité, ça consomme beaucoup d'électricité. Et puis un troisième problème, c'est que il faut le refroidir. Donc il y a un coût supplémentaire qui est le refroidissement. Alors il y a une partie de ce qui est émis comme froid ou comme chaud qui est récupéré parce que le calculateur n'est pas installé intégralement à Météo France à Toulouse, mais également sur un site à Montaudan, il est externalisé, ce qui permet d'avoir quelque chose avec une récupération des frigories ou des calories. Et ensuite, après, une fois qu'on a le calculateur, on modélise. Alors les paramètres astronomiques, ça c'est facile à comprendre, c'est très facile à modéliser, donc là il n'y a aucun souci pour faire rentrer ça comme base de départ du modèle, de la modélisation. Ensuite, il y a la géographie, si j'ose dire, les continents, la répartition des continents, la répartition des océans. Est-ce que c'est de la forêt? Est-ce que c'est du désert? Est-ce que c'est de l'eau? Quelle est la température de l'eau? Est-ce que c'est de la glace? Donc ça aussi, c'est à rentrer dans la base du modèle de prévision numérique. Ça, c'est rentré tous les jours. Et puis ensuite, il faut rentrer nos éléments qui sont les éléments d'information, d'observation atmosphérique, pression, température, humidité, qui sont faits par des êtres humains, par des satellites, par des bateaux, par l'ensemble. Et puis après, voilà, on a modélisé l'atmosphère. On a modélisé l'atmosphère et on a un peu comme... on a mis du grillage un peu autour de la Terre, autour de la planète. On met du grillage et en fonction de la taille des mailles du grillage, elle est fonction de la puissance de votre calculateur. Si vous avez des mailles très fines, il va falloir énormément de petits carrés à mettre à la surface du globe. Et puis si vous avez un calculateur qui est extrêmement puissant, vous pourrez mettre plusieurs couches de grillage en altitude.
Donc tout ça va dépendre de la puissance de calcul dont vous disposez. Et à Météo France, pour modéliser les modèles de prévision, comment résoudre cette difficulté, on a un modèle arpège qui est en place depuis 2014, qui depuis avril 2015 a une maille sur la France qui est de 7,5 km. Donc notre petit carré, de ce grillage fait 7,5 km de côté. Et vous avez 105 niveaux, c'est-à-dire que vous avez 105 couches de grillage entre le sol et la tropopause qui est à peu près à 10-12 000 km d'altitude, 12 km d'altitude. Alors que l'année dernière, vous voyez, on était à 10 km, donc on diminue la maille et on augmente le nombre de niveaux. Et ça, c'est lié à la puissance du calculateur essentiellement, hein. Alors ensuite, vous avez vu que c'est 7,5 km. 7,5 km, lorsque vous regardez une montagne à 7,5 km, lorsque vous êtes en avion et que vous regardez le sol, c'est assez lisse, quoi. Les montagnes, vous les voyez mal, les plaines, vous les voyez mal, les villes, vous avez du mal à les discerner. Alors ce qu'on se dit, c'est que si on veut faire des prévisions de très bonne qualité sur des lieux géographiques bien particuliers, et la France, on le sait, a plein de lieux géographiques particuliers, on essaye de développer un modèle qui soit un modèle à maille fine. Alors le modèle arpège est un modèle global, c'est-à-dire qu'il prend la totalité des observations sur l'ensemble de la Terre, sur ses 105 niveaux et l'ensemble de la planète, et puis on a un sous-produit de ce modèle arpège, qui est le modèle AROM, qui lui va prendre un petit champ géographique, c'est-à-dire la France, et un petit peu plus que la France, puisqu'il y a l'Espagne et l'Allemagne, et qui s'appelle AROM, et qui a depuis avril 2015 une maille de 1,3 km, et qui est à 90 niveaux d'altitude. Alors 1,3 km, vous commencez à avoir du détail. Si vous êtes à 1300 mètres d'altitude, vous allez voir du détail. Vous allez voir que la ville, c'est plus un amas de béton, mais qu'on peut distinguer les rues, on peut distinguer les squares, on peut distinguer... Donc après, il faudra modéliser l'état du sol. C'est-à-dire que derrière, il faudra dire que ce sol-là, il est bétonné, ce sol-là, c'est de la prairie, ce sol-là, c'est des bois, ce sol-là, c'est une rivière. La modélisation va complètement changer. Et la montagne, vous allez pouvoir voir les sommets, voir les petites vallées, voir des choses que vous ne voyez pas dans un modèle à 10 km, à 7,5 km. Donc ça veut dire qu'au départ, il faut qu'il y ait une bonne intégration du relief et du contenu du relief, de l'état du sol en particulier. Donc ça, c'est un des gros problèmes de la modélisation. Et en fait, le but, alors là, malheureusement, l'actualité encore est là pour nous montrer que le but, c'est ça, hein, c'est d'essayer de pouvoir voir se développer des structures orageuses qui sont des phénomènes de petite dimension. Alors quand vous êtes dessous, vous ne vous dites pas que c'est de petite dimension, hein, parce que là, vous avez un orage, s'il éclate sur vous, vous allez dire c'est l'apocalypse. Mais pour nous, météorologistes, à l'échelle de la planète, c'est un phénomène de petite dimension. C'est quelques kilomètres d'extension horizontale. Mais par contre, c'est une dizaine ou une quinzaine de kilomètres d'extension verticale. Donc ces modèles-là sont prévus pour essayer de modéliser correctement la convection, c'est-à-dire les phénomènes dangereux, en particulier les phénomènes orageux. Et si vous avez des questions sur ce qui s'est passé à Cannes, je pourrais répondre parce qu'il y a quand même quelques réponses. Et aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, la ville, elle n'a plus le même aspect. Si vous avez des mailles fines, donc vous êtes obligé de modéliser la ville. Et donc de prendre en compte les rues, de prendre en compte la partie éclairée, la partie qui ne l'est pas, s'il y a des immeubles, s'il n'y a pas d'immeubles. Donc de prendre en compte des paramètres qui sont extrêmement complexes quand vous voulez modéliser une ville. Le côté radiatif est complètement différent d'un côté de la rue, de l'autre côté. Il suffit de se promener dans la rue là à côté et de voir que quand on est à l'ombre, on est bien, quand on est au soleil, on a chaud. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que le modèle puisse prendre en compte cet élément. Et puis derrière, hein, ça n'a pas marché, si. Derrière, derrière c'est la certitude, c'est un petit peu l'expérience du chaos, mais je voudrais vous montrer. Je ne vais pas y arriver. Ça, je pense que vous le connaissez tous. Derrière, il y a ça. Hein. Si je le cale comme il faut. Vous connaissez le coup du billard? Là, vous déplacez une petite boule. Là, vous voyez, les boules, elles sont toutes alignées, pareil. Là, et là, on prend et on déplace une de quelques centimètres. Et on commence à frapper sans frottement. Enfin, tout. Et là, on suit la trajectoire de la boule blanche et on regarde
Si vous voyez que là, apparemment, tout est cohérent et que pendant un certain temps, ben, les deux boules blanches des deux billards vont suivre exactement la même trajectoire, et puis qu'à partir d'un certain moment, le fait d'avoir déplacé cette petite boule-là va entraîner une modification complète. Vous voyez, c'est fini. On est dans quelque chose qui devient différent. Ben, le chaos, c'est ça. C'est de pouvoir, dans l'atmosphère, c'est pareil. Hein. Dans l'atmosphère, ça va être exactement pareil, de se retrouver dans une situation où ben, vous allez avoir ici, en tout cas, au départ, on avait une solution, et on s'aperçoit très vite que si on déplace une petite boule, ben, on a deux solutions. Et dans l'atmosphère, ça va être des dizaines et des dizaines de solutions. C'est ce qu'on appelle l'incertitude de la prévision. Alors cette incertitude, elle est valable qu'au bout d'un certain temps. Hein, pendant 24, 36, 72 heures, vous avez une certaine stabilité. Qu'au bout de 72 heures, vous avez un moment où ça commence à diverger. C'est ce que vous pouvez voir à la télévision quand vous regardez les bulletins météo et que vous avez un indice de confiance. Alors voilà comment ça se traduit quand on fait ce calcul-là. J'ai pris l'exemple d'un... Alors je suis un petit peu chauvin, hein, je viens de Toulouse, donc j'ai pris le panache de Toulouse. Donc vous avez, j'ai pris comme exemple une cheminée d'usine. Hein. Quand vous êtes près de la source, le panache il est très serré. Quand vous éloignez de la source, le panache il s'évase. Et ben voilà la solution pour Toulouse avec le modèle qui a tourné mardi dernier. Voilà la solution qu'il propose lorsqu'on le fait tourner sur plusieurs, en essayant de changer au départ. C'est-à-dire que le modèle, on part avec un état initial, mais cet état initial, on le fait varier un petit peu. On fait à peu près 50 solutions possibles de variation sur l'état initial. Et on regarde comment ça se propage après dans le temps. On voit que jusqu'à un jour, là on est ici un jour, 2 jours, 3 jours, globalement, c'est relativement serré le panache là, et qu'on a une qualité de prévision qui peut être excellente pendant 3 jours à peu près. Lorsque l'on commence à s'écarter, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, et là vous voyez que plus on s'éloigne, plus il y a de la difficulté à avoir un signal de prévision qui soit correct, et que cette dispersion, elle va être extrêmement importante. Alors là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à 8 jours, il y a une dispersion qui devient extrêmement importante. Là. Vous voyez, ici, c'est extrêmement important. Alors que là, on a un nombre de runs du modèle qui sont quand même assez cohérents pour donner un scénario qui va à peu près suivre cette solution-là. Globalement, qu'est-ce qui se passe? On a une stabilité des températures, là, ça va remonter un petit peu, puis progressivement, ça va plonger pour la semaine prochaine. Donc on a quand même un signal, on a quand même une réponse. Mais il se pourrait que, là, on est en plongeon, et il se pourrait que là, on soit, vous voyez, qu'on a la solution où il fait plus chaud. Là, c'est un problème de température, hein, plus chaud ou plus froid. Et globalement, on estime que là, notre solution, elle se situe par là. Alors pour le voir différemment, alors je ne peux pas maîtriser la... On regarde une particule d'air qui se déplace depuis les États-Unis jusqu'à l'Europe centrale. Et vous allez voir défiler ici, là, un petit compteur 48. Hein. Vous voyez que là, j'ai 21 et ça fait 72 solutions possibles. Alors, on va attendre que ça incrémente de nouveau à 48 heures. Vous voyez que vous allez voir qu'à 48 heures, les 72 solutions sont à peu près sur la même autoroute, si j'ose dire. Elles suivent tout à peu près la même route. Et puis qu'à partir de 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça devient bien différent. Alors la problématique, c'est que ça devient... Vous voyez là, il y a une petite différence là déjà ici. Mais le problème, la différence, elle ne sera pas ici, mais elle est là. C'est dommage, on habite là, quoi. Pour cette situation-là, si vous voulez, l'incertitude va être extrêmement grande sur la qualité de la prévision qu'on va pouvoir délivrer à partir de 4-5 jours. Il y a plein de solutions possibles. Il y a une solution qu'on va appeler une solution déterministe, mais il y a des solutions probabilistes qui vont se définir en fonction de cette fameuse dispersion qu'il y a au sein de l'atmosphère. Alors notre boulot, c'est de faire le tri dans tout ça. Essayer de... Après, c'est facile de dire la météo se trompe tout le temps, ils se sont encore trompés, c'était pas comme ça. Alors voilà la probabilité pour Paris. J'extrais, si vous voulez, de cette nuée de solutions qui sont sur l'ensemble du globe, j'extrais Paris et je regarde un peu ce qui se passe au niveau de la distribution. Alors vous avez que là, le premier schéma que vous avez en haut, c'est la distribution des nuages. Alors vous avez ce qu'on appelle le rhône opérationnel qui est en bleu, ça c'est la solution qu'on a adoptée, le déterministe. Et puis vous avez ici, les petits bâtons, là, c'est la probabilité. En sachant que la moyenne, elle est à peu près par là, quoi. Alors c'est quintile supérieur, quintile inférieur, donc vous avez ça. Alors c'est extrêmement compliqué pour les nuages. Ça l'est beaucoup moins pour les précipitations, puisque vous voyez qu'il y a un petit signal là pour le 8. On est le 10 aujourd'hui, il y avait un petit signal là, donc il est faux. Donc la solution qui avait été adoptée est mauvaise.
mais que globalement, dans cette période-là, il n'y a pas de précipitation et que le signal de précipitation n'apparaît que le 14 et le 15. Au niveau du vent, ben, vous avez la même répartition. Et les températures, vous voyez que là, les températures, on a une certaine stabilité, ça monte un peu, puis globalement, on va vers une baisse assez notable des températures, pratiquement jusqu'au mercredi 14, quoi. Donc une baisse assez importante des températures dans cette période-là. Vous voyez, on peut extraire à chaque fois, dans n'importe quelle ville du monde, dans n'importe quel point de la planète, le temps qu'il va faire avec les incertitudes sur une quinzaine de jours, sur une dizaine de jours. Et je vous ai dit 15 jours parce que j'ai la solution également pour 15 jours. Vous avez la même chose pour 15 jours, c'est un petit peu plus clair là, vous voyez les nuages, la moyenne c'est ça. Donc c'est plutôt, on tire vers le bas pour les jours actuels, bon mais ça c'est évident qu'il y a du ciel bleu partout, et qu'ensuite on va faire la semaine prochaine vers quelque chose qui va devenir beaucoup plus nuageux, avec un signal de précipitation qui est nul, très faible pour la période qui vient, donc très peu de précipitations pour les jours qui viennent. Et là vous avez le vent avec la direction essentiellement orientée au nord-est. Hein. Alors, il y a un dicton, hein, c'est beau temps par vent d'est, longtemps reste. Non, vous ne connaissez pas celui-là? C'est quand il y a un anticyclone sur les îles britanniques, le flux est orienté à l'est, et donc en général, le vent d'est, il n'apporte pas de mauvais temps, mais c'est plutôt quand il vient de l'ouest ou du sud qu'il apporte du mauvais temps sur la région parisienne. Puis les températures se signalent, là, qui montent un petit peu samedi, et puis qui rebaissent à partir de dimanche, et qui baissent, ce n'est pas non plus catastrophique, mais il y a une petite baisse assez remarquable des températures pour le milieu de la semaine prochaine. La même chose pour Toulouse, on a à peu près le même signal sur la région toulousaine avec toujours ce vent de nord-est et très peu de précipitations. Alors les performances des modèles, vous savez que bon, on n'est pas les seuls à faire des modèles. Hein. La planète entière, tous les pays font des modèles de prévision numérique. Et là, je vous ai amené un petit panel de contrôle sur la qualité des modèles pour J+2 et J+3. En vert, c'est le modèle le plus performant, c'est le modèle européen. Alors pourquoi est-il plus performant? Parce qu'il met du temps à sortir ses solutions, si j'ose dire. C'est-à-dire quand un modèle tourne à minuit, puisque l'heure de référence c'est 0 et 12 heures, lorsque le modèle tourne à minuit, il va continuer à collecter des données pendant encore 1 heure ou 2 pour pouvoir avoir le maximum d'éléments pour pouvoir donner des résultats de prévision. Donc il va mettre beaucoup plus longtemps pour donner ces résultats. Alors que le modèle arpège, à minuit, on reçoit les données, à minuit et quart, minuit 20, on commence à calculer. Alors que le modèle CEP va attendre largement plus d'1 heure pour calculer. Donc du coup, il prend son temps, il a beaucoup plus de données et donc il a des meilleures performances. Et nous, ce que l'on cherche, c'est d'avoir des performances le plus vite possible. Donc du coup, on ne peut pas avoir les deux. Et du coup, le modèle européen est sans nul doute le modèle le plus performant au monde. Et puis après, derrière, tout le monde se bat. Hein. Il y a les modèles français, les modèles anglais, les modèles japonais. Vous avez tout un tas de modèles. Le modèle français, c'est le modèle en bleu. Alors un coup, c'est le français, un coup, c'est l'anglais. Vous voyez, on se bat avec les anglais. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, mais voilà, vous avez le modèle français et le modèle anglais. Hein. Alors un coup, ils nous passent devant, pas de beaucoup. Puis on est souvent devant. Et de temps en temps, ils sont un petit peu meilleurs que nous. Alors d'autres utilisations, bon, on essaye de... Alors, on a vu tout à l'heure pour les cendres volcaniques, mais on essaye de faire la même chose pour le sable. Le sable, ça sert à rien. Alors imaginez que si on le fait pour les cendres volcaniques, qu'on peut le faire sur le sable. Il y a également pour les centrales nucléaires, lorsqu'il y a des incidents, on est capable de faire tourner des modèles qui vont prévoir la dispersion des polluants qui sont diffusés par l'ensemble des incidents qui ont lieu sur une centrale. Alors rappelons l'échéance. Bon là c'est une courbe de température, ça n'a rien d'exceptionnel. Là c'est la courbe de température normale que l'on a ici. Et ça c'est ce qui s'est passé depuis le mois de juillet. Vous voyez qu'on a quand même été un peu plus souvent au-dessus qu'en dessous, qu'on est depuis quelque temps un petit peu en dessous de la normale, et que là on va rentrer franchement en dessous de la normale pour la semaine prochaine. Là c'est une prévision, là vous en parlez à personne, hein. C'est la prévision pour les 4 semaines qui viennent. Hein. Alors, il ne faut pas la diffuser, celle-là. Et là, vous avez simplement un paramètre. Hein. Je vous ai extrait un paramètre. C'est la prévision de température à l'échelle de l'Europe et un petit peu plus sur semaine par semaine. Donc là, c'est la semaine du 5-10 au 11-10. Donc c'est la semaine qui est en train de s'achever. C'est légèrement bleuté ici sur la France. C'est un petit peu plus bleu ici sur la Russie.
Ça, c'est la semaine du 12 au 18, c'est la semaine prochaine. Vous voyez que le bleu devient un peu plus intense, et en tout cas beaucoup plus étendu. Donc il y a une baisse des températures qui est envisagée. Qu'ensuite, on est proche de la normale pour cette période du 19 au 25 et proche de la normale pour jusqu'au début novembre. Mais ce qui est assez remarquable de constater surtout, c'est que là, vous voyez, c'est très rouge, c'est moins rouge, mais ça reste rouge, et c'est rouge. Et que quel que soit le mois de l'année, depuis quelques années, c'est toujours rouge là-haut, au niveau polaire. Dès qu'on passe le cercle polaire, c'est toujours au-dessus de la normale. Alors j'espère que ça fait cliquer quelque chose en disant changement climatique, réchauffement, on est toujours au-dessus de cette normale sur la période mensuelle. Avec un fort signal sur la partie moins fort chez nous, mais extrêmement fort au-delà du cercle polaire. Et puis alors là, je vous la donne. C'est la prévision décembre, janvier, février. Ça ne marche pas. Pour l'instant, c'est du domaine de la recherche. Pour l'instant, c'est du domaine aussi de l'opérationnel. Mais ça marche très bien au niveau de l'équateur. Ça marche très bien aux basses latitudes. Mais ça marche mal aux hautes latitudes. C'est trop perturbé. Et l'effet papillon joue un rôle beaucoup trop important pour que ça soit de bonne qualité. Mais c'est quand même un signal qui, malheureusement, donne systématiquement la saison qui suit toujours plus chaude que la saison qui avait précédé. Et donc là, vous avez un signal qui est également supérieur à la normale sur l'ensemble de la France, inférieur à la normale sur l'océan, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui y habite. Hein. Et puis vous voyez toujours ce supérieur à la normale sur les très hautes latitudes. Donc vous regardez, vous verrez. Donc a priori, en février, il ne fait pas froid, quoi. Mais je ne mettrai pas ma main à couper que ça soit vrai. Hein. On est bien d'accord. Mais ce qui est important, c'est de voir en bas, ici, l'état initial de l'océan qui a été pris en compte pour établir cette prévision saisonnière. Là, c'est l'analyse de la température de la surface des océans. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici ce qu'il y a là. Là. On est, ici, c'est l'Amérique du Sud, hein, et ça, c'est le Pacifique. Alors, on retrouve ce petit signal froid sur l'Atlantique, là, mais on retrouve surtout ça, là. Ça vous dit rien, ça? Il n'y a pas un mot qui... El Niño, voilà. El Niño qui semble, depuis plusieurs mois, s'accentuer, et on pourrait vivre un El Niño historique pour la fin de l'année. Alors historique, c'est un bouleversement de la circulation atmosphérique dans le Pacifique, un peu moins de conséquences chez nous, mais d'énormes conséquences sur toute la partie Amérique du Sud, Australie, Indonésie, jusqu'en Inde, quoi. Donc avec un gros bouleversement. Et historique, ça veut dire qu'on n'a jamais vu un Niño aussi fort et aussi précoce. Alors il peut stopper. Hein. L'année dernière, on pensait qu'il allait se déclencher, et en fait, il ne s'est pas déclenché du tout. Mais là, ça fait déjà 3-4 mois qu'il se met en place, que le signal devient de plus en plus fort et que cette zone rouge cette zone rose est en train de rougir de plus en plus. Donc un Niño qui semble devenir historique. Les précipitations. Alors évidemment, si c'est plus chaud, là c'est plus sec. Supérieur à la normale, là, sur cette partie-là, vous avez des précipitations supérieures à la normale sur une partie de la France, avec des températures qui sont un peu plus élevées, donc plus de nuages, plus de précipitations, tout est cohérent. Hein. Mais bon, je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. Il y en a qui essayent de le faire dans certaines chaînes de télé ou de radio. Bon, ils peuvent essayer. Alors ça, après, on va passer peut-être à autre chose. Il ne faudrait pas que 3h10, ça va. L'évolution de la température en France, là j'ai essayé de répertorier toutes les saisons depuis 1900 jusqu'à 2015. Alors là, je ne sais pas si c'est bien visible, oui. Alors là, vous avez ici les années 1900, ça c'est l'hiver 1900. Alors on voit le pic en bas, là, c'est l'hiver 63. Alors il y a des jeunes qui n'ont pas connu, mais il y a l'hiver 63 qui a été particulièrement froid, puis il y a l'été 2003. Qui est l'été le plus chaud jamais enregistré depuis 1900. Mais qu'est-ce qu'on peut constater quand on regarde ça? Il y a une chose qui saute aux yeux, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bleu quand on va par là, beaucoup de bleu quand on va par là, et de plus en plus de rouge quand on va par là. Donc ça, c'est pas quelque chose qui triche, ce sont des chiffres, c'est pas être climato-sceptique de dire que le réchauffement est en place, c'est une constatation. C'est-à-dire qu'en France, depuis les années 80, on a pratiquement toutes les saisons qui sont plus chaudes que les précédentes. Et que, alors vous allez me dire, dans les années 1900, ils avaient toujours froid.
C'est que la moyenne n'était pas la même. C'est-à-dire que la moyenne qu'on calcule ici, qui est la moyenne de référence des températures, c'est 1980-2010, mais la moyenne qu'il y avait à l'époque, c'était celle-là. Et là, c'est encore pire. Ça, c'est la moyenne de référence 1901-1930. Elle était là. Donc, ils avaient bien sûr des étés chauds, ils avaient bien sûr. Et que là, les hivers paraissent un peu moins froids. Mais là, c'est encore pire pour nous. C'est qu'on a de plus en plus de saisons qui sont chaudes. Donc, je ne dirais pas, moi, le changement climatique, c'est pour demain, c'est que c'est pour aujourd'hui, et c'est même déjà là. Et que le réchauffement, il est déjà, en tout cas, en grande proportion, mis en place sur la France. Alors, il y en a qui pourraient critiquer la mesure, c'est-à-dire que les points de mesure ont un peu changé, qu'ils sont à proximité des zones urbanisées, alors qu'avant, ils étaient en pleine campagne. Il y a des correctifs qui sont apportés à l'ensemble des stations pour essayer d'éviter ce biais qui pourrait un peu, effectivement, réchauffer les températures. Enfin, en tout cas, apporter une hausse des températures. Et là, je vais arrêter là et je reviendrai après si vous avez des questions. Et je vais revenir à quelque chose... On a parlé de modélisation, mais je ne vous ai montré aucun résultat. Donc là, ça, c'est les images qui nous servent à comprendre le temps qu'il fait, et bien sûr, à modéliser l'ensemble de ces systèmes nuageux. Alors si je vous fais... Alors peut-être celle-là aussi, elle est pas mal. C'est vous montrer qu'on peut avoir une vue de la Terre comme ça, avec les 5 satellites géostationnaires qui sont disponibles, et que là, on a l'ensemble de la planète qui est présente, et qui permet, avec les différents satellites qui sont mis en place, d'avoir une vue totale du globe. Et vous voyez que, bien sûr, on ne voit pas les zones polaires et qu'il est nécessaire d'avoir des satellites à orbite polaire pour pouvoir couvrir ces zones qui sont invisibles depuis les satellites géostationnaires. Et que là, on a la répartition des systèmes nuageux. Alors, j'ai rajouté, moi, ce qui apparaît rouge ici, ce sont les nuages très froids. Et donc, les nuages les plus dangereux que l'on retrouve. Ça, c'est l'image d'hier, avec un petit système cyclonique par ici et un petit système qui est en train de se développer par là. Ensuite, que vous faire voir que... Voilà, ça c'est une observation. Je vais me mettre à 12 heures. Ça c'est une observation radar. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des radars qui détectent les précipitations et qu'en fonction de l'intensité, on peut associer des couleurs qui soient un petit peu différentes. Là, vous avez des couleurs qui sont bleues. Alors, précipitation sur la France, c'était hier, la situation d'hier, il n'y a rien sur l'ensemble de la France. Le seul truc que l'on voit ici, c'est sur le Var et sur la Corse. Avec des petits points bleus qui sont en mer. Alors ça, c'est une observation, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a une maille extrêmement fine, était capable de le voir? Non, je ne vais pas vous montrer celle-là. Évidemment, ça va être la dernière. Voilà. Alors ça, réalité, et là, fiction. Alors on va escaler à la même heure. J'étais à 12h TU, voilà. Alors là, je me mets à 12h. Ah. Voilà. Il y a une petite heure de décalage. Voilà. Ça, c'est réalité. Et ça, c'est fiction. C'est un modèle qui avait tourné, qui avait tourné 6 heures avant. Donc, le détail, il est presque parfait. C'est-à-dire que vous avez bien une zone d'averse qui se met en place sur la côte varoise, averse qui se met en place sur la côte varoise, avec un signal qui est en mer, qui est un peu exagéré, mais qui se situe également en mer, et puis une autre partie qui est là, ici sur le nord de la Sardaigne. Donc on arrive, si vous voulez, à modéliser les nuages les plus actifs et à donner des quantités de précipitations sur des modèles à maille très très fine. Alors ces modèles à maille fine, ils tournent à 0 heure, ils tournent à 3 heures, à 6 heures, ils tournent à 9 heures, ils tournent à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, ils tournent plusieurs fois par jour. Mais ils ne vont pas très loin en échéance, ils vont que jusqu'à 36 heures. Parce qu'autrement, ça fait une somme de calcul qui est trop importante. Et pour les 36 heures à venir, on a systématiquement, on renouvelle différents paramètres. Alors j'ai pris un paramètre un peu arbitraire qui est les précipitations parce que c'est plus caractéristique. Il y en a un autre qui permet, alors je ne l'ai pas vérifié, mais on va voir. Voilà. Évidemment, je ne vais pas tomber dessus. Je n'ai pas dû le mettre. Je vais le mettre en direct devant vous. Ça, c'est une image visible de la France prise hier matin. Avec ici le contour de la France, bien sûr, et ici toutes les zones de nuages bas. Vous voyez cette belle écharpe de nuages bas là, qui part de la Champagne et qui vient sur le sud de la région parisienne.
des nuages bas près de la mer du Nord, près de la Manche. Et puis ici, à proximité des collines normandes, là vous avez le traditionnel stratus brouillard de situation anticyclonique le long du Val de Saône, qui monte le long de la Brest, qui vient jusqu'aux bordures du Lyonnais, le long des montagnes du Jura. Et puis ici, des nuages bas qui sont dans les vallées du Massif central. Alors on va regarder si effectivement la modélisation était capable de voir. Ah oui, mais là, oui, d'accord. Ah bah oui, je ne vais pas pouvoir le faire. Ah, c'est toujours pareil quand on fait des démos. Hein. J'ai pas la bonne échéance. 10h, 12h30, 15h. Je vais me mettre à 15h. Voilà. 15h, 12h, 5, 9, 12h, 18h. Voilà, 14h. Voilà, je suis à peu près pas. Bon, voilà. Ça, c'est la réalité. Et tous les petits points jaunes ici, c'est la fiction, c'est-à-dire la prévision des nuages faite par le modèle. On retrouve effectivement des nuages sur la pointe bretonne. On en retrouve ici sur la région parisienne, un petit peu plus par là, effectivement, ils n'ont pas été pris en compte, mais on retrouve bien les paquets nuageux par ici, les paquets nuageux les plus denses qui sont ici sur la Champagne, quelques nuages qui se développent ici, puis on voit bien qu'il n'y a rien ici, qu'il n'y a rien ici. Donc il est capable de discrimer. Alors ça, c'est des nuages d'altitude, c'est essentiellement des nuages bas. Donc on a une vue du ciel qui est à peu près correcte par la modélisation à maille extrêmement fine, donc à 1 km, à 1 km 2. Donc précipitation, nuages, on pourrait faire le vent, on pourrait faire l'ensemble des paramètres et voir que cette modélisation apporte des réponses excellentes à la prévision sur un plan géographique très très restreint, avec une échelle de... Et puis alors l'autre type de modèle que je vais réussir à trouver, là vous avez la prévision pour les 10 prochains jours, mais ça c'est une des solutions. Hein, une des solutions, alors je vais la mettre... Voilà. On part de là, ça c'est la solution pour... Ah, je vais partir d'aujourd'hui, samedi. Voilà. Ah oui, non, mais je suis la semaine prochaine. Excusez-moi. Voilà, on est samedi. Donc il y a un système perturbé que l'on retrouve ici sur l'Afrique du Nord, qui remonte sur la Sardaigne, qui effleure la Corse, et sur la France. Alors ces petites lignes là, ce sont des lignes d'égales. On se place à un niveau de pression de référence. Là, on se place à 500 hectopascales et on regarde l'altitude de ce niveau de pression. Donc on a du géopotentiel en fait. On a ici une dépression. Là, vous avez une très profonde dépression, et là, vous retrouvez ce qu'on appelle une dorsale, c'est-à-dire la partie qui se prolonge de l'anticyclone. Ce sont des mètres géopotentiels, voilà, c'est ça. Et donc, et en bleu, vous avez les précipitations. Et plus ça tire vers le bleu foncé, le violet ou le vert, plus les précipitations sont intenses. Et là, on retrouve notre fameux cyclone Joaquin, qui est ici. Là. Alors, vous voyez, alors là, ça, c'est la prévision pour aujourd'hui, la prévision pour demain. Vous voyez qu'il va plonger un peu vers le Portugal, là. Pour dimanche, il fait encore beau. Et qu'apparemment, ça se gâte début de semaine prochaine pour la partie sud de la France. Quoi. Mais pour la région parisienne, on reste protégé par cet anticyclone qui se développe ici du proche Atlantique jusqu'à l'Écosse. Et donc, on reste dans un flux de nord à nord-est et on n'est pas touché par les perturbations qui vont... Et après, vous commencez à avoir du signal rouge, là. Hein. Le rouge, c'est la neige. Hein. Il commence à réagir en neige un peu sur le relief. Ça, c'est la prédiction pour mardi prochain. Alors, vous voyez que mardi, il nous met un signal ici sur le Languedoc encore. Encore de fortes précipitations ici sur la partie Languedoc et également au sud de la Corse, pas loin de la Provence. Quoi. Donc je bosse la semaine prochaine, ça va être intéressant. Hein. Et à partir de mercredi prochain, vous voyez que ça part. Oui, mais ça, c'est une solution. Et que plus on va s'éloigner de l'échéance, plus il y aura de solutions possibles. Donc voilà, je vous ai présenté un peu tous les modèles que Oui, je pense qu'on a fait le tour.
Oui, alors là c'est pour revenir un peu sur la clim. Là, on a essayé de faire des bulles. Là, vous avez vu les vagues de chaleur qu'on a eues cette année sur la France. Elles ont été de courte durée, mais elles ont été multiples. Elles ont commencé très tôt. Elles ont commencé fin mai pratiquement sur l'Espagne. Et puis après, ça s'est prolongé en juin, juillet sur la France et sur une grande partie de l'Europe. On est loin d'atteindre la valeur de la canicule de 2003. Mais si on réunit ces deux enveloppes, là, on a quelque chose qui commence à devenir quand même assez costaud, quoi. Et que malheureusement, avec le changement climatique, on risque de voir ce genre de vagues de chaleur. Alors, je crois que j'ai ça, voilà. C'est à peu près ça, hein. L'augmentation du nombre de jours de canicule, c'est relativement impressionnant, en sachant que le sud-ouest de la France serait le plus impacté certainement sur les vagues de chaleur précoces et les vagues de chaleur intenses. J'ai tenu là, c'était bon là, le timing, non? C'est bon? Et là, après, bon, ben voilà, c'est juste pour conclure. Mais bon. Et si vous avez des questions. Passer des questions. Moi, j'en ai une avant, parce que là, tu nous montres plein de choses. J'ai l'impression que dans le métier d'ingénieur météo, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, il faut faire des codes, là, dont tu nous as montré les résultats, puis après, il faut les interpréter. Quelle part tu vois, parce que là, c'est vrai que dans les codes, tu nous as montré des équations. Oui. Ceux d'entre nous qui sommes un peu mathématiciens ou physiciens, on les a reconnus. Pour les autres, c'est pas très important, mais quelque part, il y a toute une difficulté de résoudre ces équations. Et tout à l'heure, en fait, on aura un exposé en fait sur la mécanique des fluides et comment en fait on étudie mathématiquement ces équations. Ça, c'est un aspect. Il y a un aspect numérique, puis il y a un aspect interprétation. En fait, d'après toi, dans ton expérience d'ingénieur météo, c'est quoi la chose la plus difficile et en termes d'expertise? Mon métier consiste, comme Élodie qui est avec moi, Élodie Calac qui est avec moi à France Inter, elle est là. Oui, on a aussi Élodie Calac qui est dans la salle. S'il y a des on a tout le monde, c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux, oui. Notre métier consiste essentiellement à interpréter les données de sortie de ces modèles, c'est-à-dire tous les champs que je vous ai proposés. C'est essentiellement une interprétation, de faire des comparaisons entre les différents domaines et de choisir le meilleur scénario possible pour le temps qu'il va faire. Alors c'est un travail d'équipe un peu, et on se met un petit peu d'accord sur le scénario qu'on envisage et sur donc le message que l'on va délivrer autour de ce scénario que l'on aura choisi. Donc ça, c'est un travail permanent qui se renouvelle chaque fois qu'un modèle est en train de sortir. Et donc lorsque l'on fait des prévisions à moyenne échéance, on essaye de bien mettre l'accent sur le fait que c'est une probabilité, en sachant qu'en France, le discours probabiliste, il ne marche pas bien, quoi. Les Anglais ont plus la notion de probabilité que nous. Mais nous, en France, on a mis un indice de confiance, c'est une forme de probabilité, ça ne rend pas forcément service à tout le monde. Indice de confiance 4, 5, je ne sais pas ce que ça vous dit. On n'a pas le droit de mettre 0. Parce que si on met 0, il faut appeler le directeur. Ah, ça c'est comme à l'école. Ouais. Oui. On n'a pas le droit de mettre 0 parce qu'il faut appeler le PDG quasiment, parce que autrement, 0, ça veut dire qu'on n'a pas confiance du tout. Et pourtant, vous avez vu qu'à 4 jours, là, on pourrait mettre 0, en se disant on n'a pas confiance du tout au message qu'on est en train de vous délivrer. Il y a peut-être un élément qui va ressortir, c'est la température, mais pour le type de temps qu'il va y avoir sur la France, on est incapable de vous dire ce qui va se passer. Donc notre boulot, c'est ça, c'est d'interpréter. Alors, il y a deux types. C'est soit de comprendre, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer de comprendre comment marche la machine, quoi. Comment ça circule. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde, s'il y a des cyclones, si c'est un peu perturbé, des choses comme ça. Et ensuite, donc, d'avoir une idée sur l'évolution des 5-6 jours qui vont suivre. Et ensuite, d'essayer d'aller, avec le modèle AROM, au détail. Et de s'apercevoir que c'est bluffant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'avait que des modèles d'échelle qui étaient relativement importantes. Maintenant, on passe à des modèles qui sont d'échelle fine et dont les résultats sont époustouflants. Ces petits nuages bas qu'on arrive à matérialiser dans les vallées, cette petite averse qu'on est capable de donner à tel endroit, ça c'est des choses qu'il y a à peu près 5 ans, on n'était pas capable de faire. Donc c'est d'essayer avec tous ces éléments-là de construire un bulletin, un scénario. Alors c'est vrai pour la température, c'est vrai pour le vent, c'est vrai pour tous les paramètres atmosphériques. Là je ne vous ai pas tout montré, mais il y a plein de paramètres comme ça. Bonjour, deux petites questions. Depuis quand et comment vous utilisez les big data dans vos prévisions? Ça, c'est la première question. C'est pas encore. Pas encore. C'est répondu. Réponse immédiate. Bon, deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des progrès sur, par exemple, l'intensité des phénomènes? Je pense à la vitesse du vent dans la grande tornade de 99 ou récemment la hauteur d'eau dans les inondations. Oui, il y a des progrès énormes qui ont été faits sur la modélisation des tempêtes, en gros.
la modélisation des tempêtes, les modèles à maille très fine, comme Arom, sont capables de mieux identifier la valeur des rafales. On n'est pas encore à la perfection, mais on approche des valeurs qui sont dans la réalité. La problématique de ces tempêtes, c'est d'abord l'explosivité de ces phénomènes-là et d'arriver à les modéliser correctement. Alors pour les tempêtes, c'est des modèles qui sont relativement grande échelle, donc c'est pas plus facile, mais c'est plus facilement mesurable que pour les orages. Là, on en revient peut-être, vous pensez à Cannes la semaine dernière, qui a fait un peu polémique, pourquoi vous n'étiez pas en vigilance rouge, pourquoi vous êtes resté en vigilance orange. On avait défini une enveloppe dans laquelle pouvaient se produire des phénomènes orageux. En gros, ça partait du département du Gard jusqu'au département des Alpes-Maritimes, en remontant vers l'Ardèche et vers la Drôme. Donc on avait une belle enveloppe dans laquelle se développaient des systèmes orageux. La complexité, c'est de savoir où vont se développer les orages les plus violents dans une zone géographique donnée. Or, le modèle Arom, c'était la nuit de samedi à dimanche, hein, la nuit de samedi à dimanche, le modèle Arom qui est sorti à 12h, qui était donc disponible à 17h. Alors attention à ce que je vais dire, là, comprenez bien ce que je vais dire. Hein. Il a mis un signal d'orage fort sur la zone exacte qui a été impactée. C'est-à-dire qu'il le mettait, la cellule orageuse, il la mettait entre Mandelieu et Nice. D'accord ? Donc il avait, si vous voulez, ciblé la zone sur laquelle il y aurait un orage. Maintenant, il n'avait pas la quantité d'eau qui est tombée. Il est tombé 180 litres d'eau au mètre carré en 2 heures. Lui nous donnait 80 litres d'eau au mètre carré. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose. 80 litres d'eau et 180, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais dans la modélisation, le cumulonimbus qui a donné malheureusement ces violentes précipitations et qui a fait beaucoup de victimes, était bien positionné au bon endroit. Donc c'est magique, quoi. Enfin, c'est magique. La modélisation est magique, en tout cas. La modélisation est magique. Ce n'est pas magique d'avoir eu ça sur cette zone-là, parce que malheureusement, ça a fait une vingtaine de morts. Mais ce qui est magique, c'est de voir que la modélisation est capable de développer dans cette zone géographique très particulière, hein, parce qu'en fait, il y a une particularité géographique, c'est qu'il y a la mer, la montagne, et que ça s'est mis exactement entre les deux, et que ça n'a pas bougé pendant 2 heures, quoi. Donc oui, les progrès sont énormes. Il y a 10 ans, c'était impossible de faire ça. Mais parce que c'était déjà vrai, la localisation était vraiment très précise. Très précise. Mais c'est l'intensité du vent qui était là. L'intensité, oui, mais ça, on a beaucoup travaillé, si vous voulez, sur l'intensité du vent, sur les rafales. C'est un problème d'énergie dissipée, et sur les rafales, on avait des problèmes, on était en dessous des valeurs. Les problèmes de 99, c'est que la première tempête avait été mal modélisée parce qu'elle avait explosé exactement à Cherbourg, pratiquement à Cherbourg, et elle avait en 7 heures traversé la France, elle était partie vers les Ardennes. Et son mouvement, si vous voulez, dépressionnaire est devenu explosif, exactement pratiquement au-dessus de Cherbourg, c'est-à-dire quand cette dépression est passée sous le jet, hein, vous avez le jet stream en altitude, c'est l'espèce de grand serpent qui est à très haute altitude avec des vents extrêmement forts qui se baladaient là depuis quelques jours, puisque avant Noël, on avait des vents qui étaient de l'ordre de 500 à 600 km/h dans ce tube de vent fort, hein, qui était pratiquement droit depuis les États-Unis jusqu'à l'Europe. Et ce qu'il fallait pour que ça devienne tempête, c'est que les petites dépressions qui arrivaient par le sud passent sous ce jet. Et qu'en passant sous ce jet, elles explosent, elles se creusent extrêmement vite et elles déclenchent une tempête. C'est ce qui s'est passé pour les tempêtes de 99. C'est ce serpent qui se baladait en haut et ces petites dépressions qui arrivaient en dessous. Il y en a une qui est arrivée pratiquement au niveau de Cherbourg et qui a explosé au moment où elle est passée sous le jet. Mais là, les progrès, oui, bien sûr, on a refait tourner les modèles, on refait tourner... Donc on fait des progrès sur la modélisation des tempêtes. Mais si j'ose dire, c'est plus facile de le faire sur les tempêtes que de le faire sur les orages, quoi. Les orages, il manque encore un peu d'eau. Oui, je voudrais vous poser une question à propos des systèmes qui font les calculs. Il semblerait que pour des raisons économiques, c'est des gens à l'ESPCI qui ont parlé de ça, on utilise le même matériel que celui qui est utilisé pour les jeux vidéo. C'est-à-dire que les ordinateurs n'auraient pas un système de calcul adapté typiquement au problème, simplement pour des raisons économiques. Ça, je suis incapable de vous répondre, là, franchement. Je ne Parce sais pas. qu'ils se plaignaient par exemple du fait qu'à une époque, ils avaient des calculateurs vectoriels. Oui. Alors, on en pense qu'on veut, mais... Oui. Attendez, il y a peut-être quelqu'un qui a un avis dans la salle. La réponse, parce que moi, je ne sais pas. On en profite, parce que sur la montagne Sainte-Geneviève, il y a toutes les expertises possibles, hein. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où vous avez ça. C'est en fait un problème très intéressant. Vous l'avez vous-même montré, Météo France avait un CRE 2 dans les années 90. Un CRE 2, c'est une machine vectorielle. Oui.
Simplement, il coûtait très cher. Le Cray 2, je crois que c'était 17 millions de dollars quand on l'a acheté, parce que on le partageait avec le centre de calcul vectoriel pour la recherche. C'était une machine pour toute la France, plein d'institutions. C'était une superbe époque. Oui. Et on avait vraiment... Le Cray 2 qu'on a eu, c'était le 7e dans le monde. C'était quand même assez miraculeux. On était vraiment en pointe à cette époque-là. Alors, donc, ça, c'est une machine vectorielle. Je pourrais vous expliquer, mais on ne va pas entrer dans les détails. Et les processeurs, les chips, c'était des chips très, très, très spéciaux. C'est ça qui faisait que le prix était cher. Ensuite, quand Nintendo... Ah oui, puis la machine était 64 bits. C'était les premières machines 64 bits. Quand Nintendo est passé du 32 bits au 64 bits, on a eu un marché gigantesque pour vendre ces chips 64 bits. Donc, on a pu faire des super ordinateurs beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers. Ça a tout changé à ce moment-là. Et finalement, on est un peu encore dans la suite de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, il y a les chips, le prix a baissé grâce aux chips, mais surtout, l'architecture a changé et est passée en architecture parallèle. On n'est plus en architecture vectorielle. Toutes les grosses performances que vous avez, les machines, on en est, comme vous l'avez bien montré, on en est au pétaflop, c'est-à-dire plus de 10 puissance 15 opérations flottantes par seconde. Et malheureusement pour nous, pour les gens qui font de la mécanique des fluides et de la météo en particulier, on n'est plus dans les architectures vectorielles. Il n'y a plus qu'une seule machine au monde dans les superordinateurs qui est une machine vectorielle, qui est le Earth Simulator qui est au Japon. Et alors j'arrive du Japon, je suis arrivé hier soir du Japon, donc, et je connais les gens de Earth Simulator. Même il y a 2 jours, j'ai fait une conférence à Tokyo où ils étaient. Et ils m'ont expliqué, la machine existe toujours, elle est toujours upgradée, et il se pourrait que le vectoriel revienne. C'est-à-dire tout le monde se plaint qu'il n'y ait plus de vectoriel. On est vraiment toute une communauté à dire, c'est dommage, on n'a plus les calculateurs qu'il nous faut pour bien fonctionner. Parce qu'on est en fait obligé de changer complètement nos algorithmes, et même pire que ça, moi je le constate à titre personnel, on change même la nature des problèmes qu'on résout, parce que bon, moi je fais de la recherche, je ne fais pas de la prévision, mais pour la recherche, autant ça faire un thème où on est optimal par rapport à la machine et on laisse en attente les autres problèmes en attendant d'avoir à nouveau des architectures. Mais je sais que ça a posé des problèmes pour le changement justement pour les modèles. Il y a eu une période où les modèles explosaient et c'était en fait une mauvaise écriture du changement. Oui, ça fait... et puis même, c'est dans la nature de décrire les algorithmes. C'est pas la même chose du tout. Et mes collègues japonais avec qui je travaille, nous, on reste dans le vectoriel. Alors, on a dû passer au parallèle parce que l'autre machine, c'est une machine parallèle qui s'appelle le K, qui est à Kobe, mais on n'est pas content du tout. On attend que ça revienne vectoriel. Donc voilà, vous posez en fait un bon problème. C'est-à-dire que les ordinateurs qui sont sur le marché sont développés pas du tout pour les... c'est assez logique d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de marché chez les enfants ou chez les jeunes qui font des vidéogames, etc. Mais c'est vrai que ça conditionne même l'accès à ces machines. Dans le temps, quand on avait le début des superordinateurs et du vectoriel, c'est aussi parce qu'il y avait énormément d'applications militaires. Et la météo était à la marge, c'est-à-dire pouvait utiliser ces machines qui étaient en fait réservées aux militaires. Et bon, donc le monde a changé. Alors je sais pas. Voilà. Merci pour ces super précisions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. Alors, vous évoquiez rapidement tout ce qui s'est passé à Cannes, et moi je voulais savoir de quelle manière est-ce qu'on peut rapprocher les orages très violents de Cannes avec tout ce qui s'est passé, les épisodes Cévenol, notamment... parce qu'en fait, l'épisode de Cannes, en fait, moi ça me rappelle, parce que je suis vraiment local de là-bas, ça me rappelle aussi des inondations à Villeneuve-Loubet qui se sont passées. Et donc, c'est pas au final la première fois non, c'est pas la première. Malheureusement, c'est peut-être pas la dernière non plus. L'arc méditerranéen, alors on appelle ça Semnon, on appelle ça méditerranéen, en fait de Perpignan jusqu'à Menton, tout cet arc méditerranéen, y compris la Corse, est exposé en période automnale à des phénomènes importants qui sont liés à ce que l'on appelle, nous, des gouttes froides qui viennent s'échapper des régions polaires, qui viennent circuler à des basses latitudes, qui rentrent en Méditerranée et qui pompent l'air chaud méditerranéen, puisque la Méditerranée, à cette époque de l'année, est particulièrement chaude, et donc ça déclenche des systèmes convectifs impressionnants qui sont bien sûr bien accentués par la position du relief, c'est-à-dire soit les Pyrénées-Orientales, soit le sud du Massif central, soit le sud des Alpes, soit les montagnes corses, et donc ça déclenche une accentuation des précipitations orageuses. La Méditerranée est chaude en cette période-là. La problématique, c'est que la Méditerranée est de plus en plus chaude. C'est qu'avec le changement climatique, la Méditerranée a 1 degré de plus qu'habituellement.
Donc forcément, il y a une violence accrue de ces phénomènes-là. Mais ces phénomènes-là ont toujours existé. En 1940, malheureusement, c'était la guerre, il y a eu 1000 mm à Perpignan, 1000 morts. Voilà, donc ces phénomènes-là ont toujours existé dans cet arc méditerranéen. Il y a eu Nîmes, il y a eu les Cévennes, il y a plein, toute l'histoire du sud de la France est marquée par ces épisodes de fortes précipitations. Il y a eu Villeneuve-Loubet, mais il y en a eu d'autres, sur le Var, sur les Alpes-Maritimes, sur les Bouches-du-Rhône, sur le département du Gard. Ça peut remonter jusqu'à l'Ardèche et sur la Drôme. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une multiplication des événements. L'année dernière, on a eu 11 épisodes méditerranéens. La moyenne, c'est autour de 7-8. Donc on est au-dessus de la moyenne. Cette année, on en est à 5-6, je crois, 5-6 épisodes méditerranéens. Bon, mais c'est pas fini, on n'est qu'au mois d'octobre. On peut avoir en novembre, décembre, on peut en avoir jusqu'en janvier. Donc il y a une augmentation du nombre d'épisodes méditerranéens qui sont... Alors, on ne peut pas dire que le phénomène de Cannes ou le phénomène de Villeneuve-Loubet est associé directement au changement climatique, mais on peut supposer que le changement climatique n'est pas étranger à la multiplication des phénomènes sur cette zone géographique. Excusez-moi de revenir sur le problème du calcul, parce qu'on est tous intéressés par la pointe de la recherche. Est-ce qu'on pourrait supposer que si on s'attaquait vraiment au problème de poser de l'adéquation de la méthode donc de l'ordinateur au problème typique, on a potentiellement des progrès importants à réaliser, donc en dépassant le niveau simplement enfin, même s'il y a des contraintes d'argent, en dépassant le caractère un petit peu absurde de l'application avec ce qu'on a. On peut inventer des choses nouvelles, à mon avis. Enfin, je suppose. Les chercheurs doivent pouvoir nous dire ça. Par exemple, le caractère algébrique d'un calcul par rapport au caractère analytique, enfin, faire de l'analyse, est-ce qu'en adaptant vraiment est-ce qu'on peut supposer qu'on n'a pas encore adapté le calcul au problème d'une manière adéquate, quoi. Moi, je ne suis pas spécialiste. Oui, venez à 5h30, oui. Voilà. En fait, on avait essayé de faire 2 conférences complémentaires et tout à l'heure, on va avoir une conférence qui va être exactement dédiée à l'aspect recherche en fait, de cette thématique-là, c'est-à-dire partir des équations de la physique, celles que Joël a montrées, les équations juste pour conclure, une petite animation là, qui vous montre la répartition du CO2 à la surface du globe durant l'année 2006. Alors, vous regardez. En rouge, c'est qu'il y en a trop. En noir aussi. Et là, vous avez une année. Alors, bien sûr, la période hivernale est propice parce que la végétation n'absorbe pas, parce qu'il y a des problèmes de chauffage, parce qu'il y a des problèmes internes, mais vous apercevez qu'il y a quelque chose de très, très important. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors, je ne voudrais pas venir là, mais vous voyez, là. Hein? Vous savez où c'est? Mais c'est pas, c'est mondial, quoi. C'est pas que nous. Il y en a moins dans l'hémisphère sud. Mais il y a moins de choses. Il y a moins de pays industrialisés. Il y a moins de consommation de... Ça fait peur un peu, non? C'est pas tout à fait pareil, non, mais oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une partie de la pollution qui est retransmise sur... mais ça, c'est du transport. Ça, c'est le CO2 exclusivement. Ça, c'est la période estivale, donc on voit qu'en été, la végétation pompe un peu et qu'on consomme moins, en gros. Et que ça se voit un petit peu sur l'Afrique du Sud. Probablement, oui. Sur le Namib, moi, je sais pas. Oui. Il faudrait faire un peu d'investigation sur cette partie-là. Enfin, je trouve que cette image-là, elle est impressionnante. Voilà, en espérant avoir répondu à vos attentes, à votre attente, à vos questions en tout cas. Donc je vous propose que sur ce très beau film, on remercie une fois de plus Joël Collado.